Son téléphone, numéro de téléphone. Merci. Voilà, le texte qu'il faudra envoyer par texto, je le vous mets encore ici une deuxième fois parce que vous l'avez déjà eu par email. Voilà, je l'ai mis là. Ce sont les données de la salle que nous suivons actuellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Ange gardien, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers amis, on a donné d'abord une introduction, on a vu une introduction générale, quelques principes de spiritualité. Ce soir, je voudrais parler, parce qu'il y a justement pour illustrer cette diversité parmi les spiritualités qui ont affaire à nous-mêmes, n'est-ce pas? Parce que concernant Dieu, la foi est une, Dieu est un, mais la complicité et aussi la variété est du côté de la créature, même si en Dieu il y a toutes les perfections, qui semblerait donner une variété de perfection en Dieu, ce n'est pas une variété au sens strict parce que en Dieu tout est absolument un, sans distinction. Il y a dans la divinité de Dieu pas de distinction entre sa justice, sa bonté, sa sainteté, son intelligence, sa puissance, son omniprésence, son éternité, etc. Toutes ces perfections, sa beauté, il n'y a pas de distinction en Dieu. C'est un. La seule distinction qui est en Dieu, c'est les personnes. C'est les personnes. Même une différence. Il y a même une différence, n'est-ce pas? Distinction et même une différence. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, et le Père n'est pas le Saint-Esprit. Et vice-versa. Alors, cette variété se trouve de notre côté, et nous devons acheminer spirituellement, chacun selon ses possibilités et impossibilités. Nous avons un chemin à faire qui a deux aspects, nos possibilités, parce que c'est l'ascétique, n'est-ce pas, et l'effort que nous devons faire de notre côté. Eh bien, on peut seulement faire l'effort avec les moyens que nous avons, les forces qui sont à notre disposition. Et ensuite, aider par la grâce, corriger nos défauts. Parce qu'un défaut peut nous faire tomber dans l'enfer. N'est-ce pas? Dans le purgatoire, dans l'enfer. C'est pas le défaut que nous allons tomber. Avec cette encore distinction que parfois le défaut, c'est une exagération de nos qualités. N'est-ce pas? Qu'on ne tient pas le juste milieu. C'est encore un défaut, donc ce défaut n'arrive pas par la faiblesse, par l'absence d'une vertu, mais d'une exagération d'une vertu, qui devient un vice par exagération, puisque la vertu se tient au milieu, un juste milieu qui est un sommet d'une montagne, n'est-ce pas? Qui a deux gouffres, pas assez et trop. Le juste milieu, c'est un sommet, n'est-ce pas? Alors, je voudrais faire passer une brève étude des caractères, parce que c'est par cela que nous différons. C'est intéressant, n'est-ce pas, d'étudier les caractères, parce que c'est par nos capacités et nos vices et nos vertus que nous allons acheminer dans la sainteté.
Donc, en parlant de la connaissance de soi-même, ça appartient à la connaissance de soi-même, qui est un aspect. Il faut connaître Dieu, bien sûr, parce qu'on doit l'aimer, mais aussi soi-même, justement, pour connaître ses limites, ses possibilités qu'il faut utiliser. En parlant de la connaissance de soi-même, on pourrait dire qu'il est utile, pour mieux se connaître, d'étudier les tempéraments et les caractères. Peut-être quelques-uns ont déjà lu quelque chose sur les tempéraments et les caractères, mais je pense qu'une révision, ça ne peut mal. Et souvent, on confond ces deux mots, tempérament et caractère. Un caractère n'est pas un tempérament n'est pas un caractère, mais bien sûr, c'est lié. Ce sont deux neveux, hein. Ce sont frères et sœurs. Il faut les distinguer. En les distinguant, on peut dire que le tempérament est l'ensemble des tendances profondes qui découlent de la constitution physiologique des individus. Peut-être c'est le chinois, mais pour mieux suivre le chinois que je vous proclame, vous pouvez suivre dans le lien qui se trouve en haut du chat. Quand je dis 1, 2, 3, 4, la quatrième règle, faire la quatrième règle, le texte que nous suivons ce soir est celui-ci, alors je vous donne un lien. Eh bien, si tout va bien, ce lien, il donne bien sûr Tanqueray, et dans l'édition que moi j'ai, il y a à la fin, effectivement, cette étude de caractère. Donc, il faudra voir dans Tanqueray, page, disons, si on va à la page, il y a pas mal de pages. Hein. Il y a beaucoup de pages. Voilà. Alors, je monte directement à la dernière page pour voir si, effectivement, j'ai pas encore vérifié si cet appendice se trouve dans cette édition qui se trouve en ligne. Sinon, vous suivez, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas trop compliqué. Les tempéraments, non, ça marche pas. Donc, je n'arrive pas. Ça prend trop de temps pour le chercher. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce que pour aller à la fin du livre, il faut tourner les pages, bon, tout le temps. Donc, on ne peut pas s'amuser, je ne vais pas m'amuser avec ça, parce que ça prend trop de temps. Le texte n'est pas compliqué, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez suivre, tout simplement suivre. Et donc, ça se trouve dans Tanqueray, dans les appendices, le deuxième et dernier appendice, qui est, à mon avis, très intéressant. Et j'ai l'expérience que les gens trouvent ça aussi intéressant. Donc, je viens de donner une définition que j'ai lue chez Tanqueray ici, de l'abbé Tanqueray, que le tempérament est l'ensemble des tendances profondes. Donc, c'est en nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. C'est tellement profond que c'est nous. On ne peut pas changer de tempérament. On garde ça dans l'éternité, n'est-ce pas? On peut travailler un petit peu à son tempérament, mais on ne peut pas le changer. Donc c'est profond. L'ensemble des tendances profondes qui découlent de la constitution physiologique des individus. Donc ça vient du corps physiologique.
Ça vient du corps. Parce que l'âme, effectivement, saint Thomas dit que nous avons tous la même âme, la même sorte d'âme. Nous avons tous la même âme. Et donc, il n'y a pas de différence entre une âme et l'autre avant qu'elle est unie avec le corps. Dès qu'elle est unie avec ce corps-ci ou ce corps-là, la diversité, la spécificité, la différence de propriété se fait. Donc, les différences que nous avons les uns les autres, ça vient du corps. Que parce que notre âme, si notre âme est différente d'une autre âme, c'est que parce que cette âme est ou a été dans le purgatoire ou dans le ciel ou dans l'enfer, cette âme a été ou ici sur terre est unie avec tel corps. Un corps féminin, un corps masculin, un corps de paysan, un corps d'intellectuel, un corps de français, un corps d'allemand, un corps de chinois, un corps d'enfant, un corps de, etc. Donc il y a différents corps et ça fait, puisqu'il y a une union intime entre l'âme et le corps, l'âme anime le corps, forcément il y a une osmose, un psychosomatisme on appelle ça. Psyché ça veut dire l'esprit et soma ça veut dire le corps en grec. Psychosomatisme ça veut dire l'interaction, l'influence mutuelle entre l'un et l'autre. Donc, qui découle de la constitution physiologique. C'est bien dit, hein. Et ensuite, ça devient psychologique à cause de l'union de l'esprit avec le corps. Donc, une femme a une tête de femme, n'est-ce pas? Une pensée de femme, une manière de penser de femme. Et l'homme est différent, n'est-ce pas? Un peu plus rationnel, un peu plus abstrait, qui a plus tendance de mettre tout en boîte, n'est-ce pas? Tout cataloguer. Les femmes sont plus ont plus tendance de voir les relations entre toutes les choses. Les relations entre les choses. Et l'homme a plus de tendance à abstraire et de voir l'une chose après l'autre et s'approfondir sur ce sujet. Et pas tout le temps changer de sujet, donc sauter de coq à l'âne. Donc, ça vient du corps, ça vient du cerveau masculin ou féminin. C'est même prouvé qu'il y a une différence scientifiquement entre le cerveau masculin et féminin, etc. Donc les constitutions physiologiques des individus. Et alors, le caractère, c'est quoi le caractère? Le caractère est l'ensemble des dispositions psychologiques qui résultent du tempérament, en tant que modifié par l'éducation et les efforts de la volonté et stabilisé par l'habitude. Voilà. Donc, il y a nettement quand même une différence. Hein. Donc, je répète, le tempérament est plus profond et plus dans le corps et le caractère est plus dans le cœur et dans l'âme, en tant qu'union avec le corps. Donc, le tempérament est l'ensemble des tendances profondes qui découlent de la constitution physiologique des individus. Nous avons tous notre corps, donc il y a autant de différentes tendances de tempérament que d'individus, n'est-ce pas? Et que le caractère est l'ensemble des dispositions psychologiques, donc de l'âme, psyché, ça veut dire l'âme, qui résultent du tempérament. En tant que modifié, le tempérament qui a été modifié par l'éducation et les efforts de la volonté et stabilisé par l'habitude. Une bonne habitude, c'est une vertu ou des vertus, et les mauvaises habitudes, ce sont les vices. Et souvent, il y a une combinaison des deux, n'est-ce pas? Une constellation de ça. L'homme est compliqué, n'est-ce pas? Il n'y a pas deux gens qui sont les mêmes. Voilà. Donc, le tempérament plus profond et le caractère, c'est plutôt ce qui résulte du tempérament par l'effort humain. Collectif, ça veut dire éducation, et individuel, c'est la propre volonté. Et voilà. Il est donc plus utile d'étudier les caractères que les tempéraments. Parce que le caractère, c'est ce qui est les résultats, ce que nous sommes. Nous avons tel en tel. Le tempérament, c'est ce que nous avons de tendance si on se laisse aller. Et le caractère,
Et c'est ce que nous avons après l'effort. Et concrètement, nous avons des caractères avec au fond un tempérament. Donc il est plus utile d'étudier les caractères que les tempéraments, car ce qui importe au point de vue spirituel, c'est beaucoup moins le tempérament du corps que le caractère de l'âme. Voilà. Le tempérament appartient plutôt au corps. Mais bien sûr, qui influe sur l'âme. Hein. Le tempérament se manifeste par des actes, et les actes, ça se fait par l'âme, par la volonté, hein, bien sûr. Et alors, et le caractère par l'âme, par la volonté, c'est plus un peu important, parce que la spiritualité est justement le résultat de l'effort de l'homme, de sa volonté et la grâce, de ces deux éléments. Ce sont ces deux éléments qui font la sainteté ou bien la damnation, n'est-ce pas, la méchanceté. Les anciens l'avaient d'ailleurs bien compris. Les anciens, ça veut dire dans l'Ancien Testament, les prophètes, les saints, et après Jésus-Christ, les pères de l'Église. Car en décrivant les tempéraments, il s'attachait plus à noter les différences psychologiques que les différences physiologiques. Nous nous bornerons donc ici à la question des caractères. Et en étudiant les caractères, forcément, on voit quelque part le tempérament, parce que le caractère, justement, a comme fondement, comme base, le tempérament, mais travaillé. Le caractère, c'est le tempérament travaillé. Donc, c'est quand même aussi le tempérament, mais c'est le caractère. Et nous utilisons surtout l'ouvrage de Père Malapert, les éléments du caractère. Malapert. Donc, je vais écrire ce nom dans le chat. Donc, le Père Malapert, dans son ouvrage Malapert, les éléments du caractère, tout en simplifiant et parfois en rectifiant de ces divisions. Donc ça, c'est ce que Tanqueray va donc puiser dans Malapert. Nous exposerons très brièvement, premièrement, les bases de notre division, les divers caractères qu'on peut distinguer par rapport aux trois grandes facultés de l'homme. Intelligence, mémoire, volonté. Voilà. Premièrement, les bases de la division des caractères. Donc premièrement, quand on veut spécifier les principales tendances qui différencient les caractères, le fondement le plus solide est de suivre l'ordre des diverses facultés de l'homme. Les tendances ont rapport à nos facultés. Nous avons déjà dit que le caractère, c'est le tempérament travaillé par la volonté. Donc vous voyez déjà bien que la volonté, que les facultés de l'homme ont un rôle primordial dans les caractères de l'homme, les différences entre l'un et l'autre. Nous laisserons de côté cependant les facultés de la vie végétative. C'est vraiment important. Ça peut influencer, hein, bien sûr. Ça peut influencer, mais bon, on ne peut pas tout voir, n'est-ce pas? Ça influe, n'est-ce pas? Si vous avez des difficultés de ce côté-là, on a une faible santé, on ne peut pas devenir missionnaire, par exemple. On va plutôt devenir contemplatif, etc. Donc ça influe quand même. C'est quand même important de certains côtés. Mais on ne peut pas tout voir. On va se borner, se limiter à le plus important. Nous laisserons de côté cependant les facultés de la vie végétative qui ont moins d'importance, quand même importance, mais moins d'importance à notre point de vue, et nous verrons quels sont les principaux caractères par rapport à la sensibilité, voyez, par rapport aux facultés spirituelles et par rapport à la vie de relation. Donc encore, voilà. Je peux vous donner un exemple de quand même l'importance de la vie végétative. Le père Marziac, quand il a prêché la retraite, il donne souvent cet exemple. Quand il sortait du séminaire et il allait être envoyé aux missions,
il avait encore quelques semaines avant de se préparer et il demandait à un vieux missionnaire qu'est-ce qu'il conseillait de faire pendant ces quelques semaines pour se préparer à la mission. Est-ce que je dois encore refaire ma théologie, mon catéchisme, plutôt apprendre la langue, la culture? Est-ce que je dois faire ceci ou cela? Alors, le père répondait, brossez vos dents, brossez vos dents. Alors, père Marziac, il demandait pourquoi il devrait faire attention à brosser ses dents. Eh bien, alors le père répondait, parce que moi j'ai négligé de brosser mes dents, et j'ai eu des dents pourries, ça a gâché mon estomac, et ça a ruiné ma santé, et puis ça a cassé la mission, voilà. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il faut rester très réaliste, et que brosser ses dents, c'est pas le plus important, bien sûr, parce que les païens le font aussi, les damnés. Ceux qui vont en enfer se brossent aussi les dents, probablement. Mais, vous voyez, tout a son importance, même la vie végétative. Mais c'est pas le plus important. Alors, Tanqueray, il va donc diviser par rapport aux diverses facultés de l'homme, et encore par rapport à d'autres éléments, la sensibilité de l'homme, les facultés spirituelles dont je viens de parler, intelligence, mémoire, volonté, et ensuite la vie de relation. La sensibilité, c'est plutôt du côté du corps, mais qui influe très fortement sur l'âme, très très fortement sur l'âme. Les facultés spirituelles qui sont l'âme, qui est le plus important de ce que je suis, c'est mon moi le plus intime, c'est mon âme immortelle, mon corps est immortel, mais mon âme est immortelle. Et ensuite, la vie de relation, ça veut dire mon rapport avec les autres, qui est très très important parce que ça va déterminer beaucoup de choses. Nous sommes essentiellement sociables et sociales parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et de Dieu est une société, n'est-ce pas, de 3 personnes. Nous venons de parents, nous apprenons nos connaissances par l'école, nous recevons à la fois la vie surnaturelle par l'Église. Les relations sont très importantes, n'est-ce pas? Jésus s'identifie avec notre prochain pour déterminer notre éternité. Il dit, j'avais faim et vous m'avez nourri. Donc la vie de relation, très important. Alors donc, sensibilité, faculté spirituelle, vie de relation. Alors un petit schéma fera mieux comprendre nos pensées. Donc par rapport à la sensibilité, il divise entre apathique et affectif. Par rapport à la sensibilité, il y a des apathiques à privatif, donc qui ont peu de sensibilité, et affectifs qui ont plus de sensibilité. Moins ou plus, apathique et affectif. Parmi les apathiques, il y a encore deux catégories qui distinguent, les indolents et les énergétiques. Un apathique peut être quand même énergétique. Peut être aussi indolent. Parmi les affectifs, il y a encore deux catégories, les émotifs ou les passionnés. Émotion ou passion. Émotion, c'est plus à la superficie, c'est plutôt les sens extérieurs. Passion, c'est plutôt les sens intérieurs. Donc c'est affectif, émotif ou passionné. Voilà. Alors, deuxièmement, par rapport aux facultés spirituelles. Eh bien, il y a l'intelligence, la volonté, parce que la mémoire fait partie plutôt de l'intelligence. Donc, il fait seulement deux distinctions, les cérébraux et les volontaires. Par rapport aux facultés spirituelles, les spirituelles, donc l'âme, l'intelligence et la volonté, les cérébraux, ceux qui ont une intelligence nettement plus puissante que d'autres, et les volontaires, ceux qui ont une volonté plus puissante que d'autres. Parmi les cérébraux, il y a encore deux catégories. Les purs spéculatifs, les professeurs d'université, par exemple, les purs spéculatifs, ou bien les intellectuels passionnés, n'est-ce pas? Ceux qui vont vraiment faire des recherches. C'est l'archéologue qui va fouiller
jusqu'à comme un fox terrier, jusqu'à s'y trouve un os qui prouve que ceci ou cela, n'est-ce pas, les intellects passionnés, n'est-ce pas, qui jour et nuit donc sondent et développent leurs connaissances, passionnés, les intellectuels passionnés. Cérébraux, purs spéculatifs, plutôt des secs, n'est-ce pas, des gens secs, purs, la science pure et simple, ou bien les intellectuels passionnés mettent plus de cœur et de passion. Voilà. Alors les volontaires. Parmi les volontaires, il y a encore deux catégories. Les maîtres de soi, qui s'imposent eux-mêmes une rigueur incroyable de volontaire, ou bien les maîtres des autres, qui dominent les autres par leur volonté, en bien ou en mal. Ça peut aller de deux côtés, hein, en bien ou en mal. En bien, ce sont vraiment des bons chefs, et si en mal, ce sont des tyrans. Maître des autres, ça veut dire qu'il y a parfois des tempéraments écrasants, n'est-ce pas? Si c'est négatif, tempérament écrasant. Donc, des volontaires maîtres des autres. Troisième grande distinction par rapport à la vie de relation. Par la vie de relation, eh bien, il y a un plus ou un moins. Un moins, c'est timide ou réservé. Et la deuxième catégorie, c'est les actifs. Les actifs, point de vue social, bien sûr. Mais actifs, encore deux catégories. Les agités, et les hommes d'action. De sorte, agités, donc on bouge, on bouge, on bouge. Et les hommes d'action, ça veut dire les gens qui entreprennent quelque chose de intéressant. Voilà. Donc c'est un petit peu le schéma, les distinctions qu'il fait. Il se limite à ces distinctions qui donnent déjà assez de matière. Avant d'expliquer ces divisions, quelques remarques préliminaires s'imposent. Les caractères que nous allons décrire n'existent pas à l'état pur. Voilà. Donc ça, il faut bien connaître. Donc on peut se retrouver dans plusieurs typiquement. Enfin, il va typer, il va description. On peut se trouver plus ou moins dans plusieurs descriptions parce qu'on est une constellation de cela. Ils sont généralement mélangés et offrent d'ailleurs bien des degrés différents. Ainsi, les apathiques ne sont pas purement apathiques, sinon ils ne font plus rien, ils ne bougent plus. Ils vont mourir, ils ne vont pas même avoir l'énergie de manger. Ils sont malades alors. Ils ont une certaine dose de sensibilité, bien sûr, mais on les désigne par ce qui domine en eux. Domine. De même, il y a bien des degrés dans l'apathie comme dans la sensibilité que seule l'observation individuelle pourra discerner. Voilà. En outre, que chaque individu particulier doit être examiné au triple point de vue que nous signalons. Sensibilité, faculté spirituelle, relation. Ainsi, un apathique peut être un cérébral ou un volontaire. Donc un apathique, c'est plutôt du côté de sensibilité, mais du côté de la spirituelle, des facultés spirituelles, ça peut être un cérébral ou un volontaire. Hein. Donc toutes combinaisons sont possibles. De même qu'un cérébral peut être un actif ou un nonchalant, un timide. Il faut donc savoir se placer à ces différents points de vue et faire ensuite la synthèse. Ensuite, autre remarque, les cadres que nous traçons ne sont pas des cadres rigides, mais des points de repère qui permettront aux ceux qui s'occupent, n'est-ce pas, de l'étude des caractères, de mieux observer chacun des personnes et surtout soi-même et d'étudier les particularités. Mais aussi connaître les autres, ça peut beaucoup aider, n'est-ce pas? Si vous savez que quelqu'un a un tel caractère, tel tempérament, vous tenez compte de ses réactions, que c'est pas du mauvais esprit qu'il fait, c'est pas fait avec une mauvaise tendance. Aujourd'hui, j'ai rencontré une personne, elle a fait une remarque assez agressive. Mais j'ai vu à sa physionomie que elle est agressive de physionomie, n'est-ce pas?
J'ai fait un petit peu de phrénologie et à la forme de la tête, on peut déjà découvrir des éléments justement de tempérament. Et dit voilà, cette personne a fait aucun mal, c'est pas, elle a même pas péché, peut-être même pas véniellement, probablement pas, ou très peu. En étant si agressif, c'est sa manière d'être, quoi. Elle est comme ça. Et, parce que pour le reste, c'était très gentil pour le reste, mais fait un petit peu un coup assez, voilà. Donc, ça peut aider, n'est-ce pas? C'est très important de savoir qu'il y a des différences. Les gens peuvent être totalement différents que vous-même, n'est-ce pas? Ou pour une grande partie quand même. Alors, donc, c'est le point de repère. Il serait fâcheux de porter prématurément, après quelques conversations, un jugement définitif sur une personne, surtout quand on a formé des gens, des personnes. Si vous êtes maître d'école, vous devez avoir quelques connaissances de cela. Si vous êtes parent, vous avez assez de temps pour connaître vos enfants, parce que vous les voyez jour et nuit. Mais pour d'autres personnes, c'est un peu plus difficile. C'est donc lentement, par une série d'observations bienveillantes, qu'on arrive à connaître le caractère de quelqu'un. Et il faut commencer par apprendre son propre caractère. N'oublions pas que les lumières du Saint-Esprit, souvent et instamment demandées, sont nécessaires à la connaissance de soi-même et des autres. Donc ça peut aider. L'Esprit Saint nous aide. Alors, les divers caractères par rapport à la sensibilité. La sensibilité. Nous sommes tous doués de sensibilité. Les sens extérieurs, les sens intérieurs. Mais il en est qui en ont si peu qu'on les appelle apathiques, d'autres au contraire qui la possèdent en un haut degré, qui sont très sensibles, plus sensibles que nous, et ce sont des affectifs, sauf si vous êtes affectif. Mais vous voyez déjà que vous avez déjà remarqué que l'un est plus sensible que l'autre. Les apathiques sont caractérisés par une dépression anormale de la sensibilité et du sentiment. Mais c'est de nature, hein. Ils ne sont pas dépressifs. C'est une maladie, ça, mais ils sont de nature comme ça. Ils se sentent très bien, on est bien dans sa peau, hein, dans sa nature, on est comme ça. Donc la pierre se sent bien comme pierre, le chat, il se sent bien quand il est un chat en tant que chat, et l'homme se sent bien en tant qu'homme. Voilà. On se sent pas mal à l'aise parce qu'on est homme, si on est homme, voilà. Donc, ils se sentent pas mal à l'aise d'être apathiques s'ils sont apathiques. En eux-mêmes, ils vont voir qu'il faut quand même faire quelque chose parce que les autres sont apparemment différents, donc il faut s'adapter un petit peu aux autres pour pas se heurter tout le temps à tout le monde. Ça, c'est une autre paire de manches. Donc, ils n'ont que peu de désir, peu d'ardeur ou de passion. Peu de passion. Donc, peu de désir, peu d'ardeur, peu de passion. Et c'est de nature, c'est parce qu'ils sont méchants, ils sont indifférents, volontairement indifférents. Non, c'est leur tempérament. Ils n'y peuvent absolument rien. Ils sont nés comme ça. Intéressant de savoir. Parmi eux, on peut distinguer deux catégories. Les indolents et les énergétiques. Les indolents ont la démarche lente et gauche. Voilà. Vous les voyez déjà, hein, les flegmatiques lentes et gauches. Ils sont égoïstes, ça veut dire ils sont occupés par eux-mêmes parce qu'ils ont des problèmes, ils manquent des choses. Il leur manque des choses, par manque d'énergie, il leur manque des choses. Donc ils doivent s'occuper d'eux-mêmes pour pouvoir survivre. Donc ils sont égoïstes, peut-être dans le bon sens, n'est-ce pas? Ils sont obligés de s'occuper d'eux-mêmes parce que sinon ils vont devenir malades. Ils vont pas assez manger, pas prendre assez de mouvements, donc ils vont pas faire ce qui est nécessaire pour rester en bonne santé et bien fonctionner. Voilà. Donc dans ce sens, ils sont plutôt égocentristes, je dirais. C'est moins négatif de dire égoïste. Tant qu'elle dit égoïste, bon, c'est déjà un vice
Mais on n'a pas, donc c'est, je dirais plutôt égocentrique, hein. C'est moins agressif de dire égocentrique. Ils sont égocentriques sans être méchants. Voilà, il dit lui-même, sans être méchants. Hein. C'est dans leur tempérament, c'est pas dans leur volonté, n'est-ce pas? Insouciants de nature, ne sentant guère le besoin d'aimer ou d'être aimé. Voilà. Guère ou moins, en tout cas. Hein. Enfin, il exagère pour montrer la différence. C'est plus ou moins. Donc, en général, leur jugement est droit. Ça, c'est intéressant. Leur jugement est droit. Et c'est rare, n'est-ce pas, d'avoir du bon sens. C'est très rare. Ça, c'est leur point fort. Leur jugement est droit, précisément parce qu'ils ne sont pas passionnés. Ils sont à l'écart des choses. Ils observent, ils ont le temps de réfléchir parce qu'ils agissent peu. Et voilà, ils ont souvent un très bon jugement des choses. Ils n'ont peu de goût pour le travail actif, par manque d'énergie, c'est normal. Hein. Quand ils consentent à travailler, ils réussissent mieux dans les travaux qui demandent plus de patience que d'imagination et de sentiments. Au collège, ce sont des forts en thème. Voilà. Donc ce sont des très bons bureaucrates qui prennent un temps leur thé, leur café, qui ont leur train-train, n'est-ce pas? Et voilà. Ils travaillent, mais la routine, ça va les aider parce que la routine demande moins d'efforts. Voilà. Au point de vue spirituel, ils n'ont pas d'attrait pour une haute vertu. Et ça, c'est embêtant, parce qu'on est tous appelés à la sainteté. Donc, il faudra faire là un effort. Mais n'ont pas non plus de violentes passions. Voilà. Ça, c'est l'avantage. Ils n'ont pas de violentes passions qui peut être très encombrant, n'est-ce pas? Ils ont moins de force, mais moins d'obstacles. Voilà. Vous voyez, comme le bon Dieu partage les choses. Vertueux, quand ils n'ont pas à lutter contre de graves tentations, parce que là, ça demande encore un grand effort, et ça, c'est grave pour eux. Ils ne savent guère résister aux occasions dangereuses qui se présentent, parce que ça demande trop d'efforts, et ça, c'est dangereux. Encore, c'est leur point faible. Ni se corrigent, ils ne savent guère, ils savent guère de se corriger s'ils ont eu le malheur de contracter des habitudes vicieuses. C'est très difficile, ils ont une très grande difficulté de aller contre une autre force, la force de l'habitude, la force du vice. S'ils ont contracté une mauvaise habitude, ils vont avoir beaucoup de grâce, besoin de beaucoup de grâce et beaucoup d'efforts, plus qu'un autre, pour en sortir. Ils acceptent la direction qu'on leur donne, parce que la direction, ça influe sur l'âme, la volonté, et ils ont besoin d'énergie, et donc une direction peut donner d'énergie à quelqu'un. Si la direction est bien faite, ça donne quelque part une pression, une énergie à celui qui est dirigé. Ils acceptent la direction qu'on leur donne, pourvu qu'on ne leur demande pas une haute perfection et qu'on ne les presse pas trop vivement d'aller de l'avant. Donc il faut tenir compte de leurs possibilités à possibilités. Alors ils acceptent une direction. Si on pousse trop, ils vont devenir chaos et on va demander plus qu'ils savent donner, alors ça va pas aller, n'est-ce pas? Ils vont braquer à ce moment-là. Ce n'est pas parmi eux qu'on peut trouver beaucoup de vocations religieuses et sacerdotales. Parce que justement, ça demande être exemplaire, ça demande une autre vertu. Ils ne sont faits que pour des professions tranquilles, peu fatigantes, compatibles avec les plaisirs honnêtes et modérés. Donc on a besoin de ce genre-là dans l'Église et dans la société. Hein. Voilà. Pour faire les travaux, pas trop compliqués, mais régulièrement, fidèles, patience, donc ça c'est leur truc. Bon jugement, voilà, calme, pas passionné. Ce sont des gens, éventuellement, si vous acceptez leur tempérament, ils sont agréables à vivre. Hein. Oui.
Si on les connaît, ça peut aller très bien. Si on tient compte de leurs possibilités et impossibilités, c'est en général avec tout le monde comme ça, n'est-ce pas? Il faut tenir compte des tempéraments. Alors, ensuite, on a le deuxième type, les apathiques énergiques. Donc, on a vu les apathiques indolents, maintenant les apathiques énergiques. Bien que lents et lourds, ils sont apathiques, ils ont une énergie qui va tempérer, qui va mettre en équilibre l'un et l'autre. Ils sont plus équilibrés, ils sont plus capables de faire des choses. Bien que lents et lourds, ils sont appliqués au travail, constants et méthodiques dans leur effort, et à force de patient labeur, donc patience, ça veut dire ils sont apathiques, mais labeur, ils sont quand même énergétiques, arrivent à de grands résultats. On en trouve un grand nombre dans justement la race flamande et hollandaise. Il y a eu pas mal d'Itankare ici, mais il y en a dans tous les pays. Et l'Américain Franklin peut être rangé sous ce type qui a quand même trouvé des choses dans sa vie. Hein. Il a fait un travail de patient labeur. Au point de vue intellectuel, ils ont peu d'imagination, parce que l'imagination demande justement une certaine sensibilité. Hein. Les sens intérieur-extérieur nourrissent l'imagination. Donc ça, on doit faire un effort. Ils ont peu d'imagination et de brillant, mais ils réussissent dans les travaux sérieux qui demandent de la réflexion, de la patience, de longues et méthodiques recherches. Voilà. Donc ils ont le jugement droit de l'apathique, mais ils ont en plus l'énergie. Au point de vue moral, ils n'ont pas de grands élans à cause de l'apathie, mais agissent par conviction. C'est ça parce qu'ils ont le jugement dit oui, ça c'est bien, ils ont un bon jugement, avec une inlassable constance. Ce sont des tempéraments plutôt diesel. Hein. Ça démarre lentement, mais une fois que c'est démarré, c'est constant et ça continue avec une énergie. C'est plutôt diesel, n'est-ce pas? Avec une inlassable constance et sont par suite capables d'une autre vertu. À cause de l'énergie, ils sont capables d'une autre vertu. On peut donc en tirer bon parti pour le sacerdoce ou l'état religieux. Leur apathie leur met au calme, n'est-ce pas? Un équilibre, un bon jugement, et ensuite énergie. Bon. Puisqu'ils ne sont pas trop sensibles et pas stationnés, ils n'ont pas trop de problèmes avec des femmes, n'est-ce pas? Donc, ils n'ont pas trop de problèmes à être restés sans femme. Hein. Voilà, faut le dire. Donc, mais il faut quand même une grâce pour ça. Et pour rester vierge, il faut une grâce. La vocation, c'est un don, n'est-ce pas? Mais Dieu cherche des personnes qui sont prédisposées. Donc, ils ont une prédestination pour le sacerdoce et l'état religieux. Donc, on peut en tirer bon parti pour le sacerdoce ou l'état religieux en leur inculquant des convictions profondes. Voilà. Ils doivent être convaincus qu'il faut faire l'effort. L'amour de voir pour Dieu et en demandant des efforts méthodiques et constants vers la perfection. Tout en allant lentement, ils iront sûrement. Labor improbus omnia vincit. La labeur sans cesse, la labeur constante, vainc tout. Labor improbus omnia. Voilà, donc c'est le deuxième type. Ensuite, donc de l'autre côté des apathiques, il y a les affectifs au point de vue sensibilité, les affectifs. Voilà, les affectifs, au contraire, sont caractérisés par une prédominance de la sensibilité. Prédominance. Ils ont un vif besoin d'aimer et d'être aimés. Et chez eux, c'est le cœur qui est la maîtresse pièce. Voilà. Là, on voit tout un autre type. Hein. Voilà. Tout un autre type.
On peut en distinguer deux types principaux, les émotifs et les passionnés. Les émotifs, on les appelle aussi sanguins, n'est-ce pas, les sanguins. Les émotifs ou sanguins, on dit que les latins sont plutôt sanguins, n'est-ce pas, les français, les italiens, les espagnols ont une tendance sanguine, ils ont quelque chose de sanguin. Et c'est vrai que les émotifs ou sanguins se distinguent à l'extérieur par des mouvements prompts et gracieux, puisqu'ils sont portés au sens extérieur. Le gracieux est important parce que c'est la manière dont on se présente, c'est ce qu'on voit. Alors, ils ont une sensibilité assez développée, donc pour eux, ça tombe à l'œil, disons. Ça. Vous voyez la différence avec l'autre qui a le l'indolent qui a une démarche lente et gauche. Ouais. Ils s'en fichent complètement. Donc ils se sentent bien comme ça, donc ils voient comme ça. Donc. Mais le sanguin, la grâce, la beauté est importante, c'est pas la manière de présenter. Des mouvements prompts et gracieux, un sourire aimable, une physionomie enjouée. Ils aiment les beaux-arts. Oui, les sanguins aiment développer une culture, n'est-ce pas? La musique et la danse. Ce qui les distingue intérieurement, c'est la légèreté, une extrême mobilité. Donc l'émotif et le sanguin, le pur, hein, bien il a des sens extérieurs développés et intérieurs. Donc la profondeur, donc ça va donc c'est moins, ça c'est son point faible. Une extrême mobilité qui va jusqu'à la légèreté. Un petit peu comme le papillon, n'est-ce pas? Le papillon qui a le printemps, que c'est beau, le soleil, les fleurs, mais qui va de fleur en fleur. Ah, encore une belle fleur, encore une belle fleur. Ah, c'est beau, c'est bien. Voilà, et qui finalement se dissipe. Donc, qui se distingue une extrême mobilité. Il se laisse aller aux émotions les plus diverses. Agissent sous l'impression du moment et sont par la même inconstants. Donc, il y a des points forts et des points faibles. Voilà. Doué d'une imagination vive, vous voyez la différence avec l'apathique, hein, imagination vive, et d'un cœur ardent, ils réussissent de travaux littéraires, manient la parole avec facilité, parce que la parole c'est encore fait écouter, entendre, c'est encore le sens, n'est-ce pas? C'est véhiculer des émotions, finalement, pour une grande partie, et exercent une sorte de séduction autour d'eux. De nature, hein, c'est de nature. Il n'y a rien de vicieux dedans, parce que on parle ici des caractères, donc de ce qui est de nature. Au point de vue moral, il se laisse facilement entraîner au plaisir sensuel, à la gourmandise, ouais, la cuisine française c'est connu, hein, à la volupté. Donc faire une bonne cuisine c'est bien, mais vous voyez, il y a les exagérations, n'est-ce pas? La cuisine allemande, c'est plutôt des saucissons avec des pommes de terre. C'est avec la graisse, c'est différent que la cuisine française avec. Oui. Parce que l'essence, justement, et l'essence, le goût, n'est-ce pas, c'est aussi important. Donc ils ont un goût plus développé, voilà, plus sensible, et sincèrement de leur faute. Voilà. Ça, c'est donc la différence avec l'autre, qui, une fois on a vu ça, ils ont du mal à se corriger, les indolents, une fois qu'ils ont le malheur de contraire des habitudes vicieuses, on a vu. Hein. Eh bien, voilà, tout contraire le sanguin, n'est-ce pas, qui est si mobile aussi pour tourner en bien, pour se convertir. Ça, c'est positif. Comme aussi, il retombe à la première occasion. Voilà. Vous voyez le type. Bon et aimant, il s'attache à ceux qui les aiment, sont francs et ouverts, en confession et en direction, se laisse facilement persuader, une fois qu'on
on a les arguments, ils vont pas être entêtés justement pour être entêtés, mais ils vont, justement, c'est leur légère, c'est leur mobilité, n'est-ce pas, qui les rend souples. Et prennent de bonnes résolutions qu'ils ont vite oubliées. Vous voyez? Ils tombent facilement bien, mais aussi la constance, c'est donc l'impatience, l'inconstance, c'est le point faible. C'est par le cœur qu'il faut les saisir et le donner à Dieu. Le cœur. Si on parvient à les faire aimer ardemment notre Seigneur, on peut en tirer un bon parti, parce que la France, quand même, a donné beaucoup de saints, et l'Italie aussi, hein. Peut-être plus que les autres pays, hein, si on voit les martyrologes. Donc c'est l'amour, le cœur qui a fait ça. L'amour. Par amour, ils feront bien des sacrifices. Ah, ça c'est important. Ah, là c'est vraiment, on est dans le cœur du christianisme. Qui semblaient d'abord répugner à leur nature. Mais un sacrifice, ça répugne à toute la nature, mais surtout à ceux qui sont sensibles. Par amour, ils s'appliqueront à l'oraison, à la communion fréquente, à la visite aux Saint-Sacrements, aux œuvres de zèle, mais il faudra leur apprendre à aimer Dieu dans la sécheresse et la souffrance aussi bien que dans la consolation. Donc il faut leur apprendre la constance, voilà, la fidélité. Ils ont trop vite des maîtresses, n'est-ce pas? Donc il faut leur apprendre la fidélité. Peu à peu, leurs émotions, sous l'influence de la réflexion et de la grâce, se transforment en conviction. Et tout en conservant leur élan, ils mettent plus de suite et de constance dans leurs efforts. Et comme ça, ils deviennent des saints. Si on ne réussit pas à leur donner cette énergie et cette constance, on ne peut les encourager à choisir un état de vie qui, comme le sacerdoce, suppose une vertu affermie. Voilà, donc vous voyez, c'est tout un autre type. Alors, il y a les affectifs passionnés. Donc, on a vu les affectifs émotifs, sanguins, maintenant les passionnés, qui sont plutôt les mélancoliques. C'est plutôt le sens intérieur. Le sanguin, c'est plutôt des sens extérieurs très sensibles, et le mélancolique, plutôt les sens intérieurs sensibles. Les passionnés, chez qui dominent les passions ardentes et profondes, peuvent se réduire à trois types différents. Les mélancoliques, les irritables et les grands passionnés. Voilà. Les mélancoliques ont une tendance naturelle à voir tout en noir. Mais c'est une tendance naturelle, hein. Donc c'est pas la dépression, ils sont comme ça de nature. C'est un point faible, bien sûr, mais ça ne les rend pas vraiment malades. Ça peut rendre des autres personnes malades qui ne sont pas de la même tempérament, mais eux-mêmes, ils sont comme ça, quoi. Donc c'est une tendance naturelle, hein. Mais c'est vrai qu'il faut quand même, c'est un point faible. C'est un point faible. Donc ils ont une tendance naturelle à voir tout en noir, à s'arrêter surtout aux côtés difficultueux et pénibles des choses, à les exagérer parce qu'ils sont sensibles, n'est-ce pas? Ils sentent plus l'effort pour faire les choses et ce qui répugne, ils le sentent plus puisqu'ils sont plus sensibles, ils sentent plus que la croix quotidienne pèse. Voilà. Ils sont donc portés à la tristesse, à la défiance, à une sorte de misanthropie, mais ils sont portés à cela, mais ils souffrent beaucoup et sans le vouloir font souffrir les autres. Voilà. Mais ils souffrent beaucoup, donc ils ont une habitude de souffrir, donc ils ont une capacité de souffrir peut-être plus développée que les autres à un certain moment. Ça, c'est une médaille à deux côtés, hein. Les mélancoliques sont plutôt les peuples de l'Europe de l'Est, les Slaves, n'est-ce pas? Les Russes, les Tchèques, les Polonais aussi un petit peu, mais le Polonais est une mélange. En tant que Slave, il est mélancolique, en tant que Polonais, il est sanguin. Donc et le sanguin met en équilibre le mélancolique, hein. Il met en équilibre. Donc le Polonais est moins atteint qu'un Russe, mais quand même, il est comme donc tous les Slaves, les Yougoslaves, etc. Mais il y a des mélancoliques dans tous les pays, hein.
Partout, dans toutes les familles, il y a des mélancoliques plus ou moins. Hein. Les Bretons ont quelque chose de mélancolique. Si on entend leur chant, n'est-ce pas? Ils ont quelque chose de mélancolique. Quelque chose. Voilà. S'ils ne cherchent pas leur consolation en Dieu, voilà. Et c'est pour ça que les mélancoliques sont très portés vers la religion, parce que ça donne des consolations. C'est pour ça que vous voyez que les Slaves sont très religieux, les Russes sont orthodoxes. Un siècle de communisme n'a pas détruit la religion, au contraire. Tout le monde est maintenant orthodoxe à peu près en Russie. En Pologne, tout le monde est plus ou moins catholique. La Tchéquie, c'est autre chose. La Tchéquie est athée. Je ne sais pas quelle est la cause pourquoi la Tchéquie est athée. Et il va être un autre élément. En tout cas, donc, s'ils ne cherchent pas leur consolation en Dieu, qui seul peut les réconforter et atténuer leurs idées sombres, vous voyez, parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle, et dans vos souffrances, dans votre croix quotidienne, vous méritez un ciel, voilà, c'est ça qu'ils doivent savoir, sinon la souffrance n'a pas de sens. Et c'est pour ça qu'ils sont portés à la religion, n'est-ce pas, les Slaves, c'est tellement important. La religion, c'est presque indispensable pour pouvoir vivre convenablement. Et atténuer leurs idées sombres, ils tombent facilement dans l'envie, le découragement ou le scrupule. S'ils n'ont pas de religion, ils vont tomber dans les grandes difficultés. Ainsi, sainte Thérèse d'Avila considère que si la mélancolie est fortement accentuée, les personnes qui en sont atteintes ne sont pas propres à la vie religieuse purement contemplative. Hein. Comme elle suppose en effet une prédominance marquée de l'imagination et de la sensibilité sur la raison chez les mélancoliques, elle peut, au bout de quelque temps, dégénérer en une sorte de folie, n'est-ce pas? Si on est totalement en train de méditer, de prier, de méditer, de méditer, et il y a une règle très forte, n'est-ce pas, qui on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, on se mortifie, et ça peut endommager la personne, n'est-ce pas? Donc, sinon, elle va avoir des consolations divines intérieures importantes. Mais ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, donc Thérèse Avila refusait plutôt des gens qui étaient fortement mélancoliques, voilà, mélancoliques. En tout cas, pour atténuer cette disposition qui peut être maladive, n'est-ce pas? Il faut traiter les mélancoliques avec beaucoup de compassion. Sans doute, il ne faut surtout pas les heurter parce qu'ils sont tellement sensibles, il ne faut pas les blesser, mais aussi avec autorité et fermeté. Vous voyez? Autorité et fermeté. Ils ont besoin d'autorité et fermeté. Sinon, on ne va pas en finir en parlant. Il faut les imposer quelque chose, c'est comme ça, et puis c'est tout. Là. Faites, exécutez. C'est pour ça que le tsar et le communisme, le tyran, n'est-ce pas, maintenant Poutine, ça marche bien chez les Slaves. Un homme fort, n'est-ce pas, qui s'impose, pour eux, c'est tout à fait normal. Le tsar, le Staline, le tsar en bien, sauf si le Staline en mauvais, et le Poutine, oui, ça, un Poutine, un Staline, un tsar, ça va très bien pour eux. Autorité, fermeté. Ne les laissant pas suivre leurs caprices, ça va les aider, hein, une main forte à côté d'eux. Ça va leur sortir de leur cocon, n'est-ce pas, qui devient une serre qui devient trop chaude, n'est-ce pas? Si la serre devient trop chaude, alors les plantes vont s'évanouir. Hein. Leur caprice ni se laisse guider. Donc, ne les laissant pas suivre leurs caprices, ni se laisser guider par leurs soupçons. Voilà. Ce sont des gens qui sont soupçonneux. Ils ont l'impression que ils suivent leurs impressions. Les impressions sont myopes, hein, sont dangereuses. Puisque leur jugement n'est pas suffisamment droit, il faut qu'ils se soumettent aux décisions d'un directeur, un ami prudent. Donc, le pur mélancolique n'est pas vraiment un chef, n'est-ce pas? Mais ça peut être, il va être très bien, n'est-ce pas? Les mélancoliques sont des gens de cœur aussi, de cœur. Ils ont des sentiments intérieurs très forts, donc ce sont des gens de cœur. Ils vivent avec leur cœur, avec leur mémoire, n'est-ce pas? Avec les impressions qu'ils ont, ils n'oublient pas vite, parce que l'impression était très forte, ils n'oublient pas vite, donc ils ont une mémoire
d'éléphant, n'est-ce pas? Alors, il y a les émotifs irritables ou impulsifs. Des émotifs irritables ou impulsifs. Hein. Par exemple, on appelle quelqu'un monsieur 20 000 volts. C'est monsieur 20 000 volts. Les émotifs irritables ou impulsifs se laissent entraîner facilement aux premières impressions vives qui s'emparent de leur âme. Sans cesse vibrants, ils passent rapidement de la gaieté à la tristesse, de l'espoir à l'inquiétude, de l'enthousiasme au découragement. Donc il y a des gens qui sont très sensibles à l'intérieur, mais qui se laissent impressionner et qui changent tout le temps, n'est-ce pas? Mais tout le temps avec émotion, avec cœur. C'est très fatigant, n'est-ce pas? C'est épuisant, n'est-ce pas? S'ils sont contredits ou humiliés, ils se livrent à l'emportement parce que ça fait mal. Ils sont plus sensibles que d'autres, donc ça fait plus mal que chez d'autres. Donc ils réagissent contre le mal. L'emportement, à des paroles ou à des gestes violents. En un mot, ils perdent souvent la maîtrise d'eux-mêmes et rudoient ceux qui les entourent. Donc si quelqu'un est rude, ça peut être par faiblesse, par sensibilité exagérée. C'est pas parce qu'il est méchant, mais parce que c'est quelqu'un qui veut se protéger, quoi, qui se fait un concon, un bouclier pour se défendre. Et le bouclier semble rude, mais c'est parce qu'il est très faible à l'intérieur, très sensible. Il a protégé quelque chose. Il protège un trésor, n'est-ce pas, à l'intérieur. Pour combattre ce défaut, n'est-ce pas, d'emportement, etc., il faut user avec énergie et constance du pouvoir de l'inhibition. Enrayer dès le début le premier mouvement désordonné. Donc, chez soi-même, hein, chez soi-même. Donc, si on est comme ça, dès le début, arrière. Ne surtout pas se laisser aller parce que ça augmente, ça va encore. De plus qu'on se laisse aller, de plus que ça va encore augmenter. C'est une boule de neige. Il faut arrêter la boule de neige dès le début, hein, sinon elle devient trop grande. Réfléchir avant d'agir, en un mot, retrouver peu à peu la maîtrise de soi. Si on ne réussit pas à dominer suffisamment ses nerfs et ses émotions, il ne faut pas songer au sacerdoce, la colère violente étant, au de saint Paul, un vice rédhibitoire. Alors, il y a une dernière catégorie de affectifs, les grands passionnés. Dans les passionnés, il y a les mélancoliques, les émotifs irritables et maintenant les grands passionnés. Ce sont ceux qui ont des passions à la fois violentes et durables. Ah là là. Des passions violentes et durables. C'est une force, une passion, c'est une force naturelle. Mais il faut bien la diriger. C'est comme un cheval sauvage qu'il faut bien dominer, sinon c'est la catastrophe. Un cheval sauvage, bien dominé, ça devient une force. Ça devient un moyen, n'est-ce pas, pour faire des choses. Alors, à la fois violente, donc des passions à la fois violentes et durables, se distinguent aussi des émotifs. Énergiques, endurants, tenaces, ils sont généralement ambitieux et recherchent la domination et la gloire parce qu'ils ont une force. La passion, la grande passion, c'est une force. Ils se rendent compte qu'avec cette force, avec ce cheval fort, n'est-ce pas, qui est sauvage, mais qui, une fois qu'il est dominé, qu'ils peuvent réussir à faire beaucoup de choses, plus que les autres. Donc ça peut nourrir une ambition, même une recherche de domination, parce qu'ils sont sensibles, ils sentent aussi les autres, ils ont des intuitions, n'est-ce pas, des flairs, et en même temps une énergie. Ça donne des possibilités, hein. Ça donne des possibilités. En même temps, une très grande sensibilité, une très grande force, ça donne des possibilités de réussite dans les choses. Ils sont appelés à faire beaucoup de mal ou beaucoup de bien. Voilà. Voilà, c'est beaucoup de mal ou beaucoup de bien. Beaucoup de mal, donc des très mauvais, des criminels,
des criminels, n'est-ce pas, des mafiosi, ou bien des grands saints. Des grands saints. Selon qu'ils mettent leur passion au service de leur ambition personnelle ou au service de Dieu et des âmes. Donc cette passion qu'ils ont en eux, n'est-ce pas, s'ils les mettent en service de leur ambition personnelle, ça devient des mauvais, n'est-ce pas, des tyrans, qui vont réussir, hein, ce sont des mafiosi qui vont dominer les autres, ce seront des chefs de gang, n'est-ce pas? Ou bien au service de Dieu, ça vont être même des fondateurs d'ordre, des gens qui vont entraîner les autres, au service de Dieu et des âmes. Puisqu'ils ont une sensibilité, ils peuvent sentir les autres, ils peuvent les aider, les guider, et puisqu'ils ont une passion, ils peuvent une force d'agir. Voilà. C'est parmi eux que se recrutent les conquérants et les apôtres. Voilà. Donc Saint Paul était probablement un grand passionné. J'ai appris au séminaire de Flavigny, mon directeur spirituel, le directeur du séminaire qui donnait des conférences spirituelles disait la plupart des saints étaient des grands passionnés. Voilà. On trouve ça ici chez Tanqueray. Hein. Le moyen d'utiliser ces natures riches, c'est de les orienter vigoureusement vers la gloire de Dieu et la conquête des âmes, comme saint Ignace a fait par rapport à François Xavier. Et si on n'arrive pas, un passionné, un grand passionné, à le diriger vers un grand idéal, ça devient la catastrophe. C'est une passion tellement forte est faite pour un grand idéal. Un grand idéal. Le bien commun, la sainteté, l'Église. Oui. L'idéal, c'est la sainteté. Hein. Et un saint est toujours content, n'est-ce pas? Un saint va jamais regretter qu'il est devenu saint. Au contraire. Et il fait beaucoup de bien, n'est-ce pas? Il peut mettre en mouvement un pays, faire le bien. Les saints changent des pays. Quand Saint Patrick entrait en Irlande, 99% étaient païens, avec du paganisme sauvage, avec des sacrifices humains et des choses abominables, n'est-ce pas? Des diableries. Quand il mourait, quand il mourut, 99% de l'Irlande était catholique. Ce qu'un homme a fait, n'est-ce pas? Voilà, alors, j'ai parlé 1 heure. Hein. Je devrais encore, la fois prochaine, voir les divers caractères par rapport, c'est encore quelques pages, hein, aux facultés spirituelles, donc les cérébraux ou les volontaires, et ensuite, donc les caractères par rapport à la vie de relation, les timides, ou les actifs, les agités et les hommes d'action. Voilà. Comme tempérament, caractère. Caractère, tempérament. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, il n'y a pas des caractères et des tempéraments purs. Hein. Je donne des typiques pour vous donner quelques idées. Parce que l'adage que même les Grecs connaissaient dit gnotis autum, hein, Saint Augustin le répétait, connais-toi toi-même. La connaissance soi-même, c'est le début de la sagesse. Donc, il faut connaître ses propres faiblesses et ses propres forces pour pouvoir savoir quel chemin il faut suivre. Voilà, si vous savez dans quel type de caractère vous vous trouvez entre les deux, plus ou moins, n'est-ce pas? On se positionne entre les deux extrêmes, par exemple entre les empathiques et les affectifs, plus ou moins à gauche ou à droite, au milieu droite, milieu gauche, n'est-ce pas? Alors on sait quel travail on a à faire sur son tempérament pour en faire un caractère, n'est-ce pas, qui vous mène au ciel. Voilà, bienvenue Sam. Voilà. Oui. Il y a quelqu'un qui est venu nous rejoindre. C'est Sant'Angelo, hein? Oui, voilà, Sant'Angelo. Voilà. Bienvenue quand même. Donc, on fait tous les mardis, si Dieu veut, un cours de spiritualité. Alors, Jérôme, Laurent, Ludovic, ça va là? Donc,
J'espère que ça vous intéresse un petit peu quand même. C'est les fondements de la spiritualité. C'est pas la spiritualité directement, mais c'est les préliminaires de spiritualité. Voilà, les préliminaires. Jérôme est en train de taper une question dans le chat. Ludovic aussi, voilà. Ah oui. Difficile d'écrire pour vous? Comment ça se fait? Vous avez des gants? Ou quoi? Vous avez mis des gants? D'accord. Ah, le problème d'ordi. Aïe, aïe, aïe. Voilà. C'était bien le tempérament que l'on vient de voir, effectivement. Le tempérament, plutôt les caractères. Jérôme, vous avez vraiment un problème d'ordinateur, hein. Oui, il faut faire un petit, il faut trouver une solution, je crois. Hmm. J'espère que vous m'avez bien entendu là. En tout cas, la conférence a été enregistrée, hein. À la prochaine.